Bonjour à tous et bienvenue dans Ça parle de com, ce podcast qui parle de communication et où je m'amuse à discuter avec des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Breillat, que vous connaissez peut-être pour son site Apprendre la photo, qui a lancé aussi plus récemment Pédagogclick, donc un site sur la pédagogie. Laurent, est-ce que tu peux te présenter un peu succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, alors comme tu disais, j'ai lancé Apprendre la photo, qui est un blog à la base en 2010. Donc c'est déjà un peu la préhistoire, quasiment, parce que c'était quand même il y a 8 ans. À la base, un petit peu comme un défi, et puis c'est rapidement devenu une entreprise au bout de à peu près 1 an et demi où j'ai commencé à vendre mon premier produit. Depuis, j'en vis en fait, depuis que j'ai lancé mon premier produit. J'ai aussi pas mal développé la chaîne YouTube depuis à peu près début 2016. Donc maintenant, c'est autant un blog qu'une chaîne YouTube en fait. Ok. Et donc, c'est mon business principal depuis que j'en vis, donc depuis fin 2011, début 2012, quoi. Et comme tu disais aussi, plus récemment, j'ai lancé Pédagogclick, qui là est un blog, une chaîne YouTube, mais surtout une formation, parce que c'est là-dessus que je bosse le plus, pour aider les infopreneurs, mais aussi tous les créateurs de contenu. Donc, je cible le plus les infopreneurs parce que je connais bien le métier, vu que c'est mon métier, mais au final, ça sert un petit peu pour tous ceux qui créent du contenu, en particulier en ligne, à faire du meilleur contenu, simplement. Parce que en fait, je vois qu'on parle énormément de distribuer le contenu, donc le marketing, en fait, de comment tu l'amènes devant les gens, et on parle pas forcément de comment le faire. Et c'est parti d'un constat, en fait, j'ai fait pas mal d'événements d'infopreneurs divers et variés. Et dans beaucoup de conférences, les gars disaient, bon, évidemment, faut faire du bon contenu. C'est comme ça au détour d'une phrase. Et moi, j'étais dans mon siège et je me disais, ouais, évidemment, mais en fait, il y a plein de gens, ils savent pas comment faire. Et c'est pas parce qu'ils sont forcément mauvais, c'est juste que il y a une grosse différence entre être expert et pédagogue. C'est pas du tout Ouais. la même chose. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y avait un vide là-dessus, donc j'ai décidé de le remplir. Et donc ça commence très récemment parce que j'ai fait quelques conférences, quelques vidéos l'année dernière, mais c'est vraiment cette année que je m'y suis mis. Donc voilà, là c'est ma nouveauté du moment. Très cool. Et effectivement, ce que tu dis, c'est la notion de pédagogie, elle est importante. Je m'en rends compte parce que des fois, quand tu es expert dans quelque chose, ou même pas expert, que tu le pratiques depuis longtemps, tu as tendance à considérer tout ce qui est acquis pour toi comme complètement évident. Et tu te rends Ouais. compte que face à ton audience, c'est pas le cas. Moi, des choses toutes bêtes que nous, infopreneurs, on connaît la plupart du temps, mais tu sais, le principe d'un tunnel et des choses comme ça, je me retrouve face à des entrepreneurs à qui j'apprends à utiliser des outils web et pour qui c'est très, très obscur encore. Donc, cette notion de pédagogie, effectivement, elle est très intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours vite fait? Qu'est-ce que tu as fait avant de lancer Apprendre la photo? Alors, quand j'ai lancé à prendre la photo, j'étais encore étudiant. J'étais en master de biologie. D'accord. J'ai Rien un à voir. master en gestion de la biodiversité et des écosystèmes, ce qui n'a donc absolument rien à voir. Et donc, j'ai lancé ça quand j'étais à la fac parce que, en fait, je connaissais Olivier Roland depuis. Là, ça fait depuis 2007 qu'on se connaît, je crois, donc ça fait Ok. ça fait un bon moment. Et puis lui, il avait lancé son. En fait, il commence à gagner de l'argent avec son blog. C'était un Euh, peu, premier, c'était des livres pour changer de vie, c'est ça? C'était des livres pour changer de vie, ouais. Que je Et il conseille a à ceux qui nous commencé. écoutent d'aller regarder d'ailleurs. Ouais, et il C'est avait un fait peu son vieux, mais premier c'est encore lancement. génial. De mémoire, il avait fait 14 000 euros avec son premier lancement. Ouais. Donc on parle, enfin, tu vois, c'est la préhistoire, hein, on est Ouais, mais oui, d'accord. c'est ça qui est impressionnant. Euh, Pour lui à l'époque, c'est quand même beaucoup parce que enfin, faire 14 000 euros avec un blog en bac en 2009, un truc comme ça. Enfin, Ouais, ouais, c'était ouf, hein. c'est pas le même délire. Et du coup, forcément, il était super excité par ça. Ouais. Et il en parlait un petit peu à tout le monde autour de lui, notamment ses amis. Et du coup, il poussait un petit peu tout le monde. Vas-y, lance ton blog, c'est super. Et puis moi, j'étais un peu sceptique et j'ai dit ouais, ok, ok, pourquoi pas. Je savais pas trop sur quoi le lancer. Et puis, comme je commençais à m'intéresser à la photo, j'ai commencé le blog sur la photo en me disant, tu sais quoi, on verra bien. Au pire, si dans 6 mois personne me lit, je peux toujours arrêter, tu vois. Enfin, il n'y a pas de honte. C'est pas très grave. Et puis je pense que c'était aussi un moment dans ma vie où j'avais peut-être besoin d'autre chose, tu vois, d'un truc Ouais. complémentaire en plus des études, un truc en plus, quoi. Je me suis dit bon c'est un bon projet. Ça m'a jamais déplu d'écrire, tu vois. J'ai jamais été mauvais en écriture. J'ai lisé beaucoup quand j'étais gamin, donc moi je me suis dit ouais allez, faisons-le. C'est pas très, bon, c'est pas un gros effort non plus. Au pire dans 6 mois j'arrête. Mmh. Et puis au bout de 6 mois, comme il y a quand même pas mal de monde qui me lisait, tu vois. Enfin, en tout cas, je sais plus quels étaient les chiffres exactement, mais on parlait peut-être de quelques milliers de personnes par mois, je sais pas, 1000, Ouais. 2000, 3000, enfin dans ces eaux-là, tu Bon, vois. pour un C'est site pas qui se lance, gigantesque, mais c'est bien déjà. Pour un ouais, site qui tu se vois, lance. en fait, c'était des bons chiffres. Moi, je savais pas si c'était des bons chiffres ou pas, mais Olivier m'a dit que oui, donc je fais OK. Et en plus, pour moi, enfin, en pratique, toi, quand t'écris au départ juste comme un défi comme ça, et qu'au final, t'as quand même plusieurs milliers de personnes qui te lisent,
Coup de pression. C'est quand même beaucoup. Enfin, tu vois, c'est quand même, il y a quand même plusieurs milliers qui lisent. Ouais. Bon. Et du coup, j'ai continué parce qu'en plus, ça me déplaisait pas. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt cool. Et puis, rapidement, en 2011, j'étais en fin de master, donc j'ai fait un stage de fin d'études. Et donc un stage, t'es comme un salarié en fait, sauf que t'es payé beaucoup moins, mais concrètement t'es comme un salarié. Et je me suis rapidement rendu compte que le salariat c'était pas pour moi. Non pas à cause de l'équipe et tout. Enfin, si jamais ils m'écoutent, hein, les gars, aucun problème. Le stage était cool en soi. Enfin, le sujet était intéressant, l'équipe était cool, j'étais avec des gens vraiment bien. Enfin, il y a aucun problème avec ça. C'est juste que déjà, il fallait quand même que je me tape 1h30 aller, 1h30 retour pour y aller, tu vois. Donc, sport. Il fallait que je me lève tôt. Il y avait quand même des horaires fixes, un petit. Enfin, tu vois. Je me suis rapidement rendu compte que c'était pas pour moi. Et du coup, j'ai quand même fini mon stage. J'ai eu mon diplôme. Je me suis dit, on va quand même le passer à ce temps. Ce serait quand même dommage, tu vois. Et déjà. C'est un filet de sécurité sympa, quoi. Et je me suis dit, je vais prendre 1 an pour essayer de vivre du blog et voyager. Et au pire, si ça marche pas, j'aurai voyagé. Donc, c'est pas un drame. Pas tellement de risques. Ça a marché. Donc, voilà. Du coup, j'ai jamais, comme ça. J'ai jamais arrêté, en fait. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas connu le web des années 2010, 2011, jusqu'à 2012, et quand ils entendent les chiffres que Laurent nous donne ici sur son trafic, faut savoir aussi un truc, c'est qu'il y avait beaucoup moins de concurrence dans la création de contenu à cette époque-là. Et je me rappelle de cette époque presque bénie où dès que tu faisais un article de 800 mots, tu rankais en page 1 de Google dans les 5 premiers trucs tout de suite, pour un peu que le sujet n'ait pas été traité 1000 fois. C'était une autre époque. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Il y a une notion qui est intéressante. Donc, tu as lancé ce blog et donc tu t'es lancé comme infopreneur, même si c'était pas l'objectif final. Tu connaissais pas grand-chose à la photo. Non, je connaissais pas grand-chose. En fait, donc moi je m'intéressais à la photo depuis, si je me souviens bien, 2009, donc juste l'année d'avant. Et en fait, j'avais pas d'argent pour acheter un appareil photo correct. Parce que j'étais étudiant boursier en chambre de 9 mètres carrés, donc tu vois, mes revenus c'était, je pouvais pas claquer 500 balles dans un appareil, c'est pas possible. J'avais pas 500 balles sur un compte. Tu vois. Du coup, j'ai juste lu sur la photo jusqu'à temps que j'ai économisé suffisamment d'argent pour acheter un appareil. Ouais. Donc j'ai quand même emmagasiné la théorie. Tu vois. Enfin, je suis pas quand j'ai lancé le blog, j'y connaissais pas rien du tout. Par contre, ça faisait 2 mois que j'avais un appareil photo. Donc on va dire j'avais emmagasiné, je sais pas, 6 mois, 1 an de lecture sur la photo. Mais par contre, ça faisait 2 mois que j'avais un appareil photo entre les mains, tu vois. Donc c'était vraiment pas grand chose. Donc j'ai un bagage théorique qui était pas mauvais, par contre pratique pas grand chose. Ouais. Mais je me suis dit, je vais partager ce que j'apprends avec les gens. Ouais. Juste, j'ai appris ça aujourd'hui, j'ai fait un article dessus, sachant que j'avais vraiment trouvé des trucs sympas que en anglais. En fait, en français, il y avait un peu de contenu, mais c'était pas forcément ouf, ou alors c'était un peu impersonnel, c'est un peu aride, pas très fun. Enfin voilà, je me disais franchement, pédagogique de 2008 quoi. Voilà, et quand j'ai vu ce qu'il y avait en anglais, je me suis dit on peut faire mieux en français quoi. Ils avaient déjà de l'avance, ouais. Et ça m'efface un truc qui est pas intéressant, c'est cette notion de légitimité. Moi, ça revient souvent chez les personnes qui me lisent ou même chez des clients qui me disent non mais je suis pas légitime pour parler de ça. Et le problème de la légitimité, c'est que quand est-ce que tu peux vraiment dire que tu es légitime ou pas? Est-ce que c'est finalement pas toi qui décides à un moment ou à un donné, ou c'est les autres qui vont dicter ça toute ta vie, quoi? En fait, je pense que soit on dit que tout le monde est légitime, soit personne n'est légitime, mais dans tous les cas, mais voilà. En fait, ce que je dirais, parce que moi aussi j'ai beaucoup ce truc-là, parce qu'évidemment, comme je parle de créer du contenu, forcément tout le monde me dit ouais, mais je me machin. En vrai, pour moi, t'es légitime à partir du moment où t'aides les gens, en fait. Oui. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et t'aideras les gens si t'as un peu plus d'expertise qu'eux. Ouais. Et pas besoin de beaucoup après, plus. Évidemment, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à prendre la photo, j'allais pas aider les photographes pros. Ouais. C'est ça. Logique. Mais j'aidais les gens qui étaient moins experts que moi. Et quelqu'un qui avait jamais touché un appareil photo et qui ne connaissait rien en théorie, il était moins expert que moi. Donc j'ai aidé ces gens-là et c'est tout en fait. Donc au final, ta légitimité, elle est forcée. Enfin, en fait, t'as toujours quelqu'un qui va mieux s'y connaître que toi et toujours quelqu'un qui va moins bien s'y connaître. Tu parles juste à ceux qui te connaissent moins bien. Et s'il y en a pas beaucoup au début, il y en a pas beaucoup. Après, tu gagnes en expertise avec le temps, tu parles à plus en plus de monde. Aujourd'hui, je parle à plus de monde qu'avant parce que j'ai gagné en expertise. C'est quelque chose qui est très discuté actuellement sur Internet, ou alors c'est moi par mon prisme qui le vois plus qu'avant, parce qu'on voit fleurir les coachs business, moi le premier, je peux être coupable. Ouais. Et t'en as certains qui enseignent comment gagner de l'argent sur le web et on les attaque sur le fait qu'ils en gagnent pas tant que ça. Mais est-ce que finalement on se retrouve pas exactement dans ce que tu dis? Si ces gens-là, ils ont déjà fait leurs premiers euros et qu'ils enseignent à ceux qui sont à zéro et qui vont se lancer, est-ce qu'ils n'ont pas raison de le faire aussi quelque part? C'est-à-dire que je pense que
Enfin, ça dépend quand même combien d'euros, tu vois. Il y a Oui. quand même, Comment gagner 100 000 euros cette année quand tu fais 20 balles par mois, c'est délicat. c'est ça. Enfin, après, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent avoir une légitimité si, pour moi, s'ils apportent quelque chose de plus ou de différent de ce qui se fait Ouais. déjà, D'accord avec toi. et aussi s'ils sont capables de comprendre que ce qu'ils disent n'est pas une vérité absolue, et qu'il y a plusieurs choses différentes qui marchent, tu vois. Très intéressant ça. Parce que tu vois, des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais est-ce que c'est mieux ça ou ça, tu vois? Et ils me parlent de business model complètement différents. Je fais, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux faire de tes journées aussi, tu vois? Ouais. Moi, par exemple, je pourrais pas faire de l'e-commerce en dropshipping. Ça me Ouais. ferait chier, mais à un point. Enfin, Pareil. je- Et je m'engueule avec eux. j'arriverais à faire 3 minutes, tu vois, de trucs et me dire non, mais enfin, je peux pas. Enfin, ça me ferait chier. Mais il y a des gens, par contre, écrire un article, c'est une souffrance, tu vois. Ouais. Enfin, ils peuvent pas et faire du contenu. Eux, ça les emmerde grave. Dans ce cas, Ouais. je fais, mais faites pas un blog, les mecs. Si vous voulez pas créer de contenu, faites parce que vous allez devoir taffer pour créer du contenu. Donc, faites pas ça. Faites autre Ouais. chose. Il y a d'autres modèles qui marchent, tu vois. Et voilà, chacun son. Il y a des gens qui aiment bien créer des campagnes Facebook et se Les faire chier à trouver un optimiser, truc qui suivre les marche, conversions et tout. Ah là là, c'est relou. voilà, trouver l'audience, machin et compagnie. Moi, les pubs Facebook, ça m'amuse. En fait, ça m'amuse à peu près 2 heures. Tu vois, voilà, je m'amuse un peu, je fais un truc, ça marche mieux, c'est rigolo, tu vois. Et Ouais. franchement, la semaine suivante, je fais non, mais en vrai, ça me fait chier. Tandis que créer du contenu, ça va toujours m'intéresser. Je vais toujours trouver moyen de trouver un contenu qui va m'intéresser de faire. C'est pareil, ouais. Euh, et puis aussi, après, ça correspond aussi plus à ce que tu veux faire de tes journées et de ta vie, parce que le gros avantage du contenu, pour moi, c'est quand tu crées vraiment un bon contenu, comme je dis toujours, c'est un actif. Et je dis encore, parmi les 10 articles les plus lus sur mon blog, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont des articles écrits il y a 8 ans. C'est ouf ça. Enfin, C'est magnifique. alors, Hein. c'est aussi parce que c'est des articles que j'ai écrits sur les bases et les sujets les plus importants, tu vois. Donc, forcément, Ouais. bah, c'est des trucs qu'on cherchait, donc c'est logique. Mais il faut comprendre que j'avais écrit un truc il y a 8 ans. Mon article, je le lis dans Mobilière, donc je me souviens encore du chiffre. Mon article le plus lu sur le blog, que j'ai écrit il y a 8 ans et que j'ai mis à jour 2 fois depuis. Mhm. Donc, en tout, il y a quoi? Allez, en tout, sur 8 ans, il y a 2 jours de travail. Il a été lu 340 000 fois. Donc, Ah là là. quel travail plus rentable que ça, tu vois? J'ai écrit un truc une fois, je l'ai mis à jour 2 fois. En tout, j'ai bossé 2 jours, ça a été lu 340 000 fois. Donc, il y a pas plus, c'est largement plus rentable que de passer ton temps sur une campagne Facebook. Mais après, il faut aussi aimer faire ça, tu vois. Donc, Mhm. moi, je considère aussi que c'est, à chaque fois que je crée un article, que je fais un contenu, je sais que c'est un actif que je crée pour des années. Donc, ça motive aussi à me faire. Mais après, ça dépend de ton état d'esprit. Il y a des gens, ils s'en foutent de ça et ils préfèrent taffer sur des nouveaux trucs, etc. Ouais, mais c'est des discussions qu'on avait justement dans l'épisode 1 de ces discussions d'entrepreneurs avec Grégory Lagrange, qui lui fait du mailing quotidien. Alors, il a Ouais. quelques articles de fond, etc., qui datent de quand il a démarré pour se faire connaître. Mais effectivement, lui, ça l'éclate plus de faire un nouveau contenu de 500 mots tous les matins. Pourquoi pas? C'est une autre stratégie. Ça dépend de ce que tu as envie de faire, encore une fois. Hein. Et tu le disais bien, et ça, on en parlait quand on parlait d'argent. Ça sert à rien de te faire chier à monter une machine de guerre qui rapporte 50K par mois si tu veux aller vivre en short en Thaïlande sur la plage. Ouais. Et ça, mais ça, on n'en parle pas assez. C'est en fait de monter un business qui nourrit ton lifestyle, enfin qui sert ton lifestyle, et pas toi qui est en train de te tuer dans un business qui a pas de sens pour toi. Yes, ouais. Faut que ça corresponde. Exactement. Et justement, c'est ce qui va nous amener sur mon sujet préféré. Et j'avais trop envie qu'on parle de ça. Alors pour ceux qui nous écoutent, ils vont peut-être un peu halluciner parce que t'es quand même sur le web depuis longtemps. T'as des business qui fonctionnent plutôt très bien. À quelle heure tu te lèves le matin? En moyenne, je me lève vers 11 heures, je pense. Ouais. Des jours plus, des jours un peu avant, mais en moyenne, c'est à peu près vers 11 heures du matin. On n'est pas tout à fait sur du miracle morning, quoi. Non, 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 on peut pas dire ça, effectivement. C'est, tu gères ça comment par rapport à ton taf, à ta vie sociale, aux autres gens avec qui tu es en train d'être travaillé? Moi, je vois bien, mais c'est pour ceux qui nous écoutent, si tu veux, qui comprennent pas comment on peut se lever à 14 heures et réussir dans la vie. Bah, en fait, déjà, je me couche tard le soir, tu vois. Je me lève pas à 11 heures du mat en m'étant couché à 20 heures, évidemment, parce que, Ouais, enfin, je suis pas un ours l'hiver non plus, tu vois. C'est juste, j'ai un rythme décalé, en fait, quoi. Donc, ouais. c'est 11 heures, voilà, 11 heures pour moi, c'est le moment où je me lève. Et si les gens, c'est 7 heures, bah oui, mais moi, je me suis peut-être couché 4 heures plus tard la veille au soir, tu vois. Ouais. Peut-être que j'ai bossé jusqu'à 22 heures, j'en sais rien, tu vois. Donc, Tu travailles pas mal le soir? bah, ouais, je travaille. Ça dépend ce que je fais, tu vois. Le truc qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je bosse pas à temps plein. Ouais. Enfin, et la plupart du temps. Je peux avoir des projets, des fois, qui font que je bosse beaucoup plus sur la journée que, enfin, franchement, même quand j'ai des projets, je suis pas sûr de bosser vraiment à temps plein. Par contre, intellectuellement, enfin, tu vois, typiquement, quand j'écris ma formation, tu vois, en ce moment, je suis vraiment en création de formation. Donc là, j'ai pris une petite pause parce que ça m'avait un peu épuisé intellectuellement, mais, quand je suis en création de formation,
je peux bosser pas mal dans la journée. C'est toujours pas un temps plein. Par contre, vu que ça carbure pour créer le truc, au final, en termes de fatigue, c'est plus ou moins pareil. Donc déjà, je bosse pas à temps plein parce que j'ai plus besoin aujourd'hui de bosser à temps plein. Donc évidemment, ça aide. Bien sûr. Mais même si je bossais à temps plein, je pourrais complètement, enfin, tu sais, je pourrais faire. Tu décales ta journée de travail simplement. En fait. Je pourrais faire 11h, 15h, 16h, 20h. Enfin, tu vois, ça ferait une journée de 8 heures de boulot. Enfin, ouais, c'est ça. C'est pas choquant en fait. Et après, ok, j'ai fini à 20h, mais je me couche à 2h du mat. Ouais. Donc il me reste 6 heures. Enfin, tu vois, en fait, c'est juste une journée normale, mais décalée dans le temps. Ouais. Et, ça a pas de, c'est juste. Et il y a un moment, le truc, c'est que je peux me forcer à me lever le matin si je veux, tu vois. Mais je suis pas efficace. Enfin, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Et je dis toujours, tu sais, la privation de sommeil, c'est quand même c'est une forme de torture utilisée à Guantanamo. Donc, je prends toujours le réveil à Guantanamo, donc c'est évidemment, ça choque les gens volontairement, tu vois, parce qu'il faut t'exagérer un peu, évidemment que j'exagère un peu, mais il y a un côté la privation de sommeil, tu vois, ça te fait péter un plomb. Pas bon pour toi. Et alors, évidemment, tout le monde peut pas le faire parce qu'il y a des gens qui ont un taf salarié, il y a des gens qui ont des clients qu'il faut appeler à telle heure ou je sais pas quoi, enfin. Ouais. Mais si tu peux le faire, enfin, pour moi, c'est couche-toi quand t'as envie de te coucher et lève-toi quand t'as envie de te lever. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Tu vas pas te mettre à dormir 12 heures par nuit. Enfin, tu n'as pas besoin de 12 heures. Donc en vrai, peut-être la première semaine, parce que tu auras du sommeil en retard et au début, tu vas dormir 12 heures. Mais rapidement, ça va s'équilibrer. Tu vas dormir une nuit 8 heures comme tout le monde, c'est très bien. Ouais, c'est ça. Et tu seras plus efficace parce que tu suis ton corps. À un moment, tu sais, moi, je mange quand j'ai faim et je dors quand j'ai envie de dormir. Et... Ouais, je suis assez d'accord avec ça aussi. Je fais un peu pareil. Les gens, ils ont du mal avec ça. Et j'en parlais avec une amie il y a pas longtemps qui me disait, Jérémy, il est 10h30 du matin, j'ai faim, qu'est-ce que t'en penses? Je fais, mais mange, t'es con, quoi. Enfin, et c'est pareil pour le sommeil, quand tu peux, quand ta vie te le permet, je sais pas, t'es fatigué, va te coucher, c'est tout. Bah oui. Et après, je pense que c'est issu d'un, enfin, tu vois, on a quand même je sais pas si c'est en France particulièrement ou dans le monde occidental, probablement peut-être des aspects des deux, mais il y a un truc avec la valeur travail. Pour la valeur travail, c'est comme si le fait de travailler en soi, c'était bien. Ouais. Enfin, c'est le fait de produire un effort. C'est valorisé. Alors qu'en fait, tu peux produire un effort à faire un truc qui est pas utile. Est-ce que c'est pas un peu relié aux valeurs du christianisme? Bah, je pense qu'il y a un côté, tu sais, il y a quand même quand tu lis un peu voilà, après je suis pas un expert en religion du tout, mais il y a quand même une partie il y a quand même une partie j'allais dire des religions du livre, parce que je suis pas sûr que c'est forcément complètement que dans le christianisme, mais c'est vrai qu'on il faut souffrir pendant ta vie pour aller au paradis quand tu meurs, tu vois. Il y a un côté valorisation de la souffrance. En tout cas, j'avais déjà lu une parabole qui m'avait choqué. Je sais pas si c'est représentatif de l'ensemble du bouquin, mais en tout cas, j'avais lu une parabole où ça m'avait choqué parce que la morale de l'histoire, c'était que t'allais au paradis quand tu souffrais. Pas parce que t'étais bon dans ta vie, mais parce que t'avais souffert. Ouais. Et j'étais, what the fuck, les mecs, c'est quoi cette leçon? Enfin, tu vois, genre, et on a construit tout notre rapport au travail aujourd'hui, c'est the labor, quoi. Enfin, c'est le labeur, la difficulté. Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais. Sur alors qu'en vrai, tu peux, enfin, si tu peux faire la même chose en moins de temps. Bah ouais. Pourquoi tu passerais pas ce temps-là à faire autre chose qui te fait plaisir? Enfin, tu as ça dans le monde du travail vers l'Allemagne et surtout dans les pays nordiques où concrètement ils considèrent que si à 17-18 heures t'es toujours au bureau, c'est que t'es mauvais. Ouais. C'est que t'as pas été capable de finir ton travail tôt, donc t'es con en fait. Alors c'est un peu extrême. Mais t'as des mais en France j'ai l'impression. Après je sais pas, j'ai pas été trop dans le milieu corporate, donc j'ai pas d'expérience directe. Mais non plus, mais un petit peu. De ce que j'ai compris, il y a un peu le côté si tu pars trop tôt, t'es un fainéant, tu vois. Mais peut-être pas, t'es peut-être juste plus efficace que ton collègue. Enfin, tu sais pas. C'est ça, mais par contre en France, alors partout en France, j'en sais rien, mais à Paris en tout cas, c'est très très présent. Même si sur ton contrat il y a écrit 18 heures, concrètement, tu pars avant 20 heures, on te regarde, on te fait bon week-end. Tu sais, déjà avec plein d'ironie, et t'as la classe si tu restes jusqu'à 23, quoi. Ouais. Quelle idée débile! Je comprends pas, pourquoi tu fais ça? Change de taf. Non, je comprends pas non plus, mais bon. C'est profondément ancré, tu vois. Ouais, complètement. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont écouter ça, ou même des personnes que je connais qui diraient non, mais en fait, il y a des gens qui n'ont pas le choix, c'est pas si simple, etc. Non, on n'a pas dit que c'était simple. Le choix, tu l'as en fait. Tu peux changer ça. Ouais, non, c'est pas simple parce que quand tu arrives dans ce milieu-là, il y a un moment, les remarques, tu te les prends. Et même les gens qui te font les remarques, ils savent même pas pourquoi ils te les font. Ils te les font parce qu'on leur a fait avant, tu vois. Enfin, bien sûr, ouais. C'est le truc qui s'entretient. Mais après, enfin, quand t'es dans on va dire quand t'es dans l'entreprise, c'est pas la même chose que quand t'es indépendant, c'est sûr. Bien sûr.
évidemment, pour nous, c'est facile à dire parce qu'on est indépendant et du coup, c'est quand on veut et puis fuck tout ça, tu vois. Mais au final, je me lève, je pense, moi, mon rythme biologique est plutôt matin, c'est tôt. Et au final, je pense que je me lève beaucoup plus tôt que la plupart des gens qui sont salariés, parce que je me lève entre 5h et 6h30 en moyenne. Mais après, ce que je répète aux gens aussi, c'est attends, et on se calme. Moi, à midi, je vais faire la sieste. Et à 18h, j'arrête. Donc, en général, l'après-midi, à moins que j'ai des coachings avec des clients, sinon, je branle pas grand-chose, quoi. Mais enfin. Il y a une autre question qui me vient dans ce qu'on se dit, c'est ça fait quoi quand tu as déjà un business qui tourne hyper bien depuis des années de repartir de zéro? Déjà comment on a l'idée de se dire tiens, ça marche un peu trop bien pour moi, je vais recommencer du début? Déjà, bon, il y a plusieurs choses. C'est d'une, ça fait longtemps que j'avais envie de le faire, donc je l'ai pas fait tout de suite. J'ai attendu d'avoir fait pas mal de choses avec apprendre la photo, et notamment d'automatiser beaucoup de choses pour passer du temps là-dessus. Ensuite, c'est une vraie envie de parler de ça, parce qu'il y a un moment, quand tu as un sujet qui te motive, qu'il te reste en tête, au bout d'un moment, il faut le sortir. Ouais. Il y a aussi un truc qui est que ça me donne une sécurité d'avoir un autre business qui est complètement séparé au final. C'est deux niches séparées et que l'un n'a pas d'influence sur l'autre. Ouais. Donc c'est une sécurité aussi, hein. Quand tu as deux business, forcément, s'il y en a un qui tanque un peu, t'as l'autre qui est là, tu vois. Donc c'est quand même, au final, ça a cet avantage-là. Et puis, j'irais pas jusqu'à dire que je pars de zéro complètement non plus, dans le sens où j'ai fait un petit peu de contenu gratuit histoire d'avoir une vitrine, mais en réalité, ma stratégie, c'est quand même d'avoir des affiliés qui vont faire la promo de mes formations, tu vois. Donc pédagogique, je vais jamais écrire 400 articles et faire 400 vidéos gratos pour le truc. Ça arrivera pas. C'est mon business numéro 2. Ce qui veut pas dire que je vais pas prendre soin de la formation, mais une fois que j'aurai fait la formation, franchement, voilà. L'idée, c'est d'automatiser tout ça l'idée, c'est vraiment c'est de vendre la formation une fois ou deux par an avec des affiliés. Et c'est tout. Parce qu'il y a un moment, le bon vieux lancement orchestré. On va commencer à refaire du contenu de zéro en ayant toujours à prendre la photo à côté sur lequel je veux faire du contenu. Enfin, il ne faut pas tout faire non plus. Donc c'est pas complètement de zéro non plus, sachant que évidemment les relations que j'ai nouées pendant ces années-là vont me servir. Quand tu connais des gens avec des listes à 150 000 personnes, ça aide un petit peu. Bah ouais, c'est ça, c'est que t'as été dans les premiers infopreneurs à vraiment réussir et à en parler aussi après. C'est parce qu'on se rend pas compte, parce qu'aujourd'hui on voit ça partout, mais ces séminaires d'infopreneurs successful, il y a quelques années, ça existait. C'est pas que ça existait pas, mais en France, c'était un milieu très 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 restreint qui se connaissait. Et donc toi, tu faisais assez rapidement partie du coup. Donc effectivement, bien sûr, ce serait pas possible, mais plus difficile de lancer un truc comme Pédagogclick avec des affiliés si t'avais pas noué ces contacts ces dernières années, quoi. C'est sûr qu'il faudrait un peu plus prouver, parce que si t'arrives avec personne, faudrait aller les chercher, quoi. Ouais, faut aller les chercher, ouais. Et ça revient à ce truc dont je trouve qu'on parle pas assez dans le milieu des entrepreneurs de manière générale, pas que des infopreneurs, hein. C'est oui, on peut automatiser des trucs, oui, on peut travailler 1 heure par jour, etc. Mais ça demande en amont du gros taf, quoi. Mais une fois que tu l'as fait, effectivement, avec les outils du web dont on dispose aujourd'hui, on peut pas plus rien foutre, mais avoir une vie quand même relativement cool avec des beaux revenus. Mais ça demande de taffer avant, quoi. C'est sûr, il y a eu du taf. Après, c'est un taf. Voilà, moi, quand j'ai commencé le blog, ça restait à temps partiel à côté de mes études, hein, donc c'était raisonnable en termes de temps. Mais tu vois, là encore, on regarde sur la différence temps et efficacité. C'est travailler intelligemment, tu vois. Donc, le travail que j'ai fait à cette époque-là, il m'a quand même pris du temps. Hein, il m'a pas pris 0 temps, mais le temps qu'il m'a pris, il était consacré à vraiment faire l'essentiel. Donc, ça tarde pas sur des trucs qui servent à rien. Il y a des trucs qui servent pas à rien, mais qui sont pas prioritaires, tu vois. Moi, j'ai gardé un blog avec un design un peu pourri pendant des années. Le mien est tellement moche. Non, mais voilà, il y a un moment au début, tu peux pas commencer à passer trop de temps là-dessus, tu peux pas commencer à dépenser plein d'argent pour prendre une agence, pour faire un design, je sais pas quoi. Enfin, tu peux pas faire ça. Mais en fait, tu fais un truc à peu près propre et voilà. On n'en parle pas assez de ça, mais c'est qu'au début, en fait, tu montres un peu ce que tu sais faire et très vite, faut vendre pour valider ton modèle. Et une fois que tu as assez vendu et que tu as assez validé ton modèle et que tu as assez montré ce que tu pouvais faire, là, ok, tu te poses des questions de branding et des choses comme ça, mais finalement, faire du joli alors que tu vends pas, et je le vois beaucoup encore ça. Après, tu vois, il y a chacun assez. Je me demande si des fois c'est pas un peu c'est une manière c'est de la procrastination intelligente, tu vois. C'est de dire il me faut ça, même si on dit aux gens qu'il faut pas, ils disent oui mais moi je veux parce que dans un sens ça c'est peut-être une partie d'eux qui ont un peu peur de le faire et qui du coup je pense chose à la place. Après,
c'est vrai que c'est plus tout à fait le web de 2010 non plus, mais aussi c'est plus tout à fait le web de 2010 dans le sens où les trucs sont quand même globalement moins moches aujourd'hui. Ouais. Mais aussi c'est plus facile d'avoir un truc beau, c'est-à-dire que tu peux quand même acheter un thème WordPress à 50 balles et avoir un truc qui tienne debout. Oui. Euh, et puis ça suffit pendant un an ou deux, le temps que tu fasses suffisamment d'argent pour payer un designer qui va te faire un truc un petit peu sympa. Mais il y a pas que le design, enfin il y a plein de choses. Hein. Il y a un moment, il faut. De toute façon, c'est pas compliqué. Il faut une audience, et il faut des trucs à leur vendre. Ouais. Quelle que soit la manière dont tu le fasses, mais c'est quand même un peu les, les trucs. C'est les key points, ouais, complètement. Ça me Voilà. fait toujours penser ce que tu disais, tu sais, à cette espèce de blague, je sais pas si elle tourne sur Internet ou si c'est quelqu'un qui me l'a raconté, mais tu sais, c'est le jeune élève qui est en train de faire la vaisselle et qui fait, oh tiens, un livre de maths, quoi. Tu procrastines avec un truc qui a l'air intelligent, en fait, t'as juste pas envie de faire un autre truc. Ouais. Ouais, bah c'est exactement ça. Ah, un truc qui a l'air cool. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est compréhensible aussi parce que tu vois, le marché aujourd'hui, quand même, il y a, enfin, tout le monde va essayer un peu de vendre sa formation sur un truc différent. Et c'est vrai que quand t'arrives, t'as plein de messages différents et tu sais pas forcément trop faire le tri et t'as l'impression que tout est important parce que chacun veut dire que son truc est plus important que celui du voisin, tu vois. Ce qui est aussi compréhensible. Enfin, en fait, c'est compréhensible dans les deux cas. Et le truc, c'est que du coup, quand t'arrives, déjà, je pense qu'il y a un gros, enfin, je sais pas, il faudrait que quelqu'un le dise et que ce soit la première vidéo que tout le monde regarde quand il découvre l'infoprenariat. Mais il y a quand même deux stratégies qui sont quand même super différentes. T'as la stratégie 1 qui est la mienne, qui est en gros de faire du contenu gratuit pendant assez longtemps et quand t'as réuni une audience suffisante de faire un produit. Mm-hmm. Et t'as la stratégie 2 qui est de quasiment faire un produit tout de suite et de lancer du trafic payant dessus. Ouais. En gros, c'est les deux stratégies, tu vois. Ouais, bien Et, sûr. ok, quand t'en as fait une jusqu'au bout, tu peux prendre dans l'autre, mais c'est quand même deux trucs différents. Et le problème, c'est que quand les gens ils ont pas cette distinction-là en tête, du coup, ils voient un truc et ils disent ah oui, parce qu'en fait, c'était parti sur la stratégie blogging. Et ils vont voir un truc qui leur vend de faire un truc avec la pub Facebook, je sais pas quoi. Et ils leur disent mais c'est pas la même stratégie, les gens. C'est deux trucs différents. Pas du tout. Et en plus ça, tu ne vends pas de la même façon. Tu récupères peut-être même pas la même audience qui réagit pas de la même façon. Oui, voilà. Et si tu fais les deux à moitié, tu vas te planter. Hein. Les gens peuvent se disperser en pensant que tout ça c'est dans le même domaine, alors qu'en fait c'est quand même des stratégies un petit peu différentes. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas leur reprocher parce que personne leur dit vraiment hey, c'est pas une stratégie que machin. Ouais. C'est ce que j'essaie de dire moi quand même quand je fais des webinaires ou des confs comme ça, de dire aux gens voilà ce que je dis ça vaut si vous voulez créer du contenu quoi. Si vous voulez pas créer du contenu, ben c'est tout. Ouais. Mais c'est vrai que c'est quand t'arrives c'est normal d'être perdu. Hein. C'est normal parce que tout le monde essaie de te vendre ses formations. Donc bon. Ouais, mais ça vaut dans tous les domaines, je pense. Tu vois, c'est comme si maintenant le fondateur d'Hermès essayait de donner des key points de branding et de production à Zara. Il peut l'écouter, c'est intéressant, il y a des choses à apprendre, mais il faut pas le même métier en fait. Ouais, c'est clair. T'as mis combien de temps avant de commencer à automatiser des tâches et à récupérer plus de temps avec apprendre la photo? Alors, au début, je faisais que écrire sur le blog. Donc, vraiment, c'était au début 95% de mon temps sur le blog, c'était d'écrire des articles. Ouais. Donc au début, il y avait que ça. Donc ça, c'était encore quand je gagnais pas d'argent. Quand j'ai gagné de l'argent, il y a eu la création du produit qui m'a mis plein de temps. Ensuite, le produit, dès qu'il a été sorti, après, j'ai juste mis un email dans ma séquence pour le vendre en evergreen entre guillemets. Donc ça, c'était déjà automatisé entre guillemets. Mais dès que tu utilises un autorépondeur avec une séquence, quand les gens arrivent dessus, tu commences déjà à automatiser. Tu vois. Oui, c'est vrai. Après, il y a eu la sortie de ma formation en juin 2012. Qu'ensuite j'ai dû créer pendant les mois qui ont suivi. Donc là, j'ai beaucoup bossé. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, déjà, il y avait quand même un côté, je sais pas si on parlait d'automatisation, mais tu vois, comme je vendais mon produit tous les 6 mois, je faisais un lancement orchestré à chaque fois. Ouais. Très rapidement les mêmes vidéos. Hein. Au début, je les ai refait 2-3 fois, puis au bout d'un moment, j'ai gardé les mêmes. Et puis, une fois que j'avais fait mon cash à mon lancement, pendant 6 mois, je vendais rien, mais j'avais le cash pour 6 mois. Ouais, tu et faisais je autre chose, quoi. et puis c'est tout. Donc après, sur la délégation, j'ai mis un moment avant de déléguer, peut-être un peu trop de temps, mais j'ai délégué au bout de, je sais pas, je pense que j'ai commencé à déléguer, je sais plus exactement quand, mais je pense que ça devait être 2 ans après un an et demi, 2 ans après mon premier produit, enfin ma première formation. Donc quand même pas mal de temps. Évidemment, j'ai pas regretté du tout. Et là, je fais vraiment de l'evergreen, c'est vraiment de la vente est plus automatisée depuis à peu près après 2 ans, je dirais. D'accord. 2 ans, c'est bien automatisé. C'est quoi les premières tâches que tu as automatisées?
À Euh, part l'emailing avec des séquences. alors que j'ai délégué en tout cas, c'était la réponse aux emails. Ok. Parce que ça, c'était vraiment le truc qui en fait, j'arrivais au stade où je répondais plus aux gens. Donc il y a un moment, bon, il faut pas faire ça, quoi. donc donc j'ai délégué ça en premier. Après, automatiser. Moi, je considère que dès que tu as un blog, tu commences déjà à automatiser des choses parce que C'est c'est vrai. dans le sens où tu automatises la publication de ton article à tel jour, telle heure, t'es pas obligé d'être devant et tu automatises l'envoi d'email à ce moment-là, tu es déjà un peu en automatisation. Ouais, c'est Euh, vrai. Et les tâches que tu as déléguées? Comment? Et les tâches que tu as déléguées? Les tâches que j'ai déléguées. Donc là, actuellement, je délègue Intéressant. toutes les réponses aux emails et aux commentaires, y Ouais. compris dans mes formations, Ouais. sauf les trucs auxquels mon assistant ne peut pas répondre, mais c'est une très 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 petite minorité. Mhm. Donc déjà, ça, c'est déjà la grosse majorité que je délègue. Je délègue la majorité du montage de mes vidéos. Mhm. Euh, j'ai automatisé tout ce qui peut être automatisé. Donc bon, bah, quand quelqu'un s'inscrit, ben, évidemment, tout est fait automatiquement, la facture, la compagnie, enfin machin, tout ça, j'ai pas à m'en préoccuper. Ouais. La compta est déléguée, évidemment. Ça me paraît tellement évident que je le dis jamais. Mais prenez un putain de comptable Ah non, mais tout de le suite. plus vite Tout, possible. tout de suite. Non mais enfin c'est et en plus enfin moi non seulement c'est mon comptable mais dès que je reçois un courrier relou, c'est-à-dire bah à peu près une fois par semaine parce que t'as une boîte donc t'as toujours les impôts, la retraite complémentaire, je sais pas quoi, enfin il est Ouais. toujours et c'est pas pourquoi. Et moi le truc c'est que je l'ouvre, je fais ah, je m'en bats les couilles et donc je le scanne et je l'envoie à ma comptable en disant hey j'ai reçu ça. Et j'ai raison parce qu'en plus la moitié du temps ils te réclament de l'argent que tu dois pas, enfin tu vois. Ouais. Enfin c'est vraiment une Je horreur ces fais, trucs-là. je Faut fais déléguer tout. exactement comme toi. Alors moi, encore mieux, pour pas que ça me stresse, ça arrive chez mes parents, donc même pas là où je vis. Et j'ai ma mère qui m'appelle, il me fait, j'ai reçu ça. J'ai fait enveloppe, envoyé, telle adresse. Je fais si c'était urgent, il l'aura envoyé en recommandé. Si c'est pas urgent, le comptable peut s'en occuper. Voilà. Ouais, c'est voilà. En gros, c'est exactement ça. Et ouais, voilà. Donc la compta, évidemment, enfin la compta et l'administratif. Mais bon, en général, quand on a Ah ouais. l'administratif, majoritairement, c'est des trucs où il faut payer de l'argent ou, enfin voilà, ça a un Ça, rapport ça, avec ça, ça. ça me fascine. T'as des gens qui aiment bien faire ça. Des gens dont c'est pas le métier, j'entends. Hein. Ouais, Je comprends ouais. pas. Bah écoute, Je bon. comprends pas. J'ai l'impression qu'on m'enfonce même pas une épine, un rocher dans le pied quand je reçois des lettres comme ça. Et tu sais, écrit, alors, faut payer dans 3 jours, mais il faut vous connecter sur machin impôt.gouv et vous recevrez votre mot de passe chez vous dans 3 semaines. Non mais attends, déjà t'as un problème de timing, Coco. Et ça, c'est des trucs, ça me j'aime pas ça du tout. Ouais, c'est voilà, pareil. Ça me crispe moins maintenant parce que j'ai l'habitude, tu vois. Les Ouais. courriers, j'en reçois maintenant, je vois. Mais je les lis plus. Je lis en diagonale pour voir s'il y a vraiment rien de vital, tu vois. Ça peut exceptionnellement arriver. Et Ouais. ensuite, je regarde, je fais, ouh là là, m'en fous. Hop, ça part chez le comptable. C'est Et exactement lui, il me ça. dira si c'est important, tu vois, mais c'est pas mon métier de savoir ça, en fait. Ouais, non, mais c'est clair. Mais en fait, le truc, c'est que concrètement, ils te demandent des trucs à payer et des fois, moi, je sais pas si je dois vraiment les payer ou pas. Ouais. En fait, je sais pas s'ils ont raison. Il faut pas forcément supposer qu'ils ont raison parce qu'il y a plein de fois, ils demandent des trucs qu'ils me doivent pas. Complètement. Enfin, que je dois pas, tu Complètement. vois. Euh, donc ouais, c'est parti vraiment des trucs à déléguer le plus tôt possible. Alors ça, pour ça, j'ai délégué dès que. En fait, finalement, maintenant que tu le dis, c'est le premier truc que j'ai délégué. Parce que Mhm. dès que j'ai eu une société, Ouais. bah, j'ai eu un comptable évidemment, parce que quand Pareil, t'as une tout de société, suite. j'ai oublié. Et ouais, ça libère de tellement de trucs. Complètement. C'est fascinant, quoi. Alors après, c'est pas parce que tu délègues en fait, il faut quand même comprendre un petit peu comment ça marche au fond. Moi, je dis toujours, quand tu délègues, faut comprendre comment Comprendre la ça marche, sinon machine, tu délègues mal. bien sûr, c'est super Et, important. C'est en fait, faut l'avoir fait toi-même pour créer des process que tu auras ouais, utilisés pour les filer, en fait. exactement, Ouais, exactement. je suis Donc là, tu d'accord, vois, c'est pour la super. compta, je sais ce que j'envoie à ma comptable tous les mois, mais bon, c'est quand même moi qui récupère les factures dans mes emails, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc les factures d'achat, c'est moi qui les récupère, donc il faut quand même que je les foute dans le bon dossier. Donc pareil, ça j'ai automatisé. Maintenant, j'ai un libellé Gmail, quand je clique dessus, ça met automatiquement dans le bon dossier la pièce jointe. C'est stylé, ça, dis donc. Merci Zapier, tu vois. Zapier, je J'ai pas bénis encore Zapier. passé assez de temps sur ces trucs-là, il va falloir que je m'y mette. Je te pose ces questions parce que je suis moi-même commence à être dans une phase de délégation, tu vois, les retranscriptions des podcasts, les factures, la gestion, Oui, le ça je SAV. délègue aussi, évidemment. Sous-titres et transcription des vidéos, je délègue. Ouais, Euh, je délègue les fiches résumées de mes formations, parce que faire un résumé d'un truc quand ça a été bien construit à la base, c'est facile. ouais, Donc ça, je délègue. Moi, je dis toujours, enfin, faut déléguer les trucs sur lesquels c'est pas indispensable que ce soit toi qui le fasses, ouais, je suis d'accord. et les trucs qui te font le plus chier. Ouais. C'est vraiment les deux critères qui font qu'il faut déléguer un truc.
Ça c'est la grande discussion avec Geoffrey Bruyère que tu connais. Et c'était une discussion qu'on a vue il y a très longtemps au sujet du ménage dans ton propre appart. Il dit oui, je peux le faire. J'ai le temps de le faire. Mais ça me casse tellement voilà, que Non, mais... je préfère faire autre chose pendant le temps-là et payer. Ah, mais carrément. Mais surtout qu'en plus, enfin, quand même, hein, une femme de ménage, c'est quand même remboursée à 50% par l'État, Ouais. pour une raison que je m'explique pas. Je comprends pas du tout non plus, mais c'est très Je sais bien. pas pourquoi. Mais c'est très What? bien. Enfin, mais bon, je dis ça, je vais pas me plaindre, hein. Non, non, bien Mais sûr. donc oui, en tant qu'en plus, c'est même pas franchement excessif. Bah, non. Effectivement. Bref, mais ouais, c'était pour rejoindre ce truc de si ça te fait vraiment, vraiment beaucoup chier, même si tu pourrais le faire, ne le fais pas, en fait. Paye Ouais, quelqu'un pour le faire et ton temps sera exactement. bien mieux utilisé ailleurs. T'as suivi la formation blogueur pro d'Olivier Roland, toi. Yes, absolument. Est-ce que tu veux nous en parler un peu et aussi, de manière générale, nous dire quelle place occupe le fait de se former, dans ta vie d'entrepreneur? Ok. Bon bah alors déjà, j'en serais pas là sans m'être formé, clairement, parce que voilà, comme je te dis, moi en 2010, j'ai lancé le blog, j'étais un étudiant en bio, j'y connaissais rien à l'entrepreneuriat. Enfin, mais quand je dis rien, c'est vraiment, tu sais, il y avait pas d'entrepreneur dans ma famille, il y avait autour de moi, il y avait que Olivier qui était entrepreneur. Enfin, tu vois, c'était vraiment, j'y connaissais que dalle. Euh, je connaissais un petit peu en web, pour le coup, parce que quand j'étais ado, j'étais vraiment geek, tu vois, donc Mhm. j'avais un site web à l'époque, etc. Donc c'est vrai que ça m'a moins fait peur du coup. Par contre, c'est vrai que l'entreprise, c'était un monde complètement inconnu. Le blogging aussi, comment faire pour qu'il y ait des gens qui viennent sur ton blog, enfin tout ça, c'était vraiment complètement inconnu. Donc, quand j'ai suivi Blogueur Pro, forcément, évidemment, ça m'a appris des tonnes de trucs. Mhm. Blogueur Pro, c'est vraiment, enfin, les gens ils vont dire ouais, mais c'est un copain. Bon, ouais, c'est ok, c'est un copain, mais Ça n'empêche c'est pas. quand même, c'est putain de complet. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une formation qui est dense, tu vois. Enfin, Mhm. t'as beaucoup de trucs dedans, et en fait, t'as tout ce qu'il te faut pour monter un blog à succès. Après, il faut l'appliquer, évidemment, tu vois. Bien sûr. C'est pas une baguette magique, tu vas pas la regarder dans ton écran et rien faire et ça va venir, évidemment. Euh, Olivier le dit tout le temps, mais apparemment, il y a encore des gens qui ont l'air de penser que c'est le cas, tu vois. Donc, évidemment, il faut taffer, il faut faire du contenu, etc. Et donc, évidemment, faire du bon contenu. Mhm. C'est pour ça que je fais Pédagogclix, parce que bah, c'est pas si évident. Mais et donc ouais, enfin, je veux dire, me former avec Blogueur Pro, ça m'a clairement tout appris parce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai réussi à développer l'audience du blog. C'est comme ça que j'ai fait mes premières ventes. C'est comme ça que j'ai trouvé mes produits. Enfin, je veux dire, il y avait tout dedans pour commencer. Ouais. Après, je me suis un petit peu formé en plus, mais pas beaucoup, parce qu'au final, j'ai pris, en plus, j'avais pris la révolution vidéo de David J, qui m'a permis de faire des vidéos de vente en Zipsite, le format un petit peu David J, qui sont quand même des bonnes Mhm. vidéos de vente. Et à part ça, après, j'ai pris d'autres formations, mais que j'ai pas suivies, donc ça compte pas. Euh, oui, parce que bon, j'ai fait comme tout le monde. J'ai pris On l'a tous fait au moins une voilà, fois. on l'a tous fait moins une fois. Et puis, en fait, après, au niveau où j'en étais, c'est vrai que les autres formations proposées, c'était des trucs qui étaient pas, dont j'étais pas la cible, tu vois. Mhm. Après, je continue à lire sur le sujet, tu vois. Ouais. Enfin, et tu vois, s'il y a un article qui sort sur un truc, enfin, je continue à réfléchir sur le sujet, mais c'est vrai qu'au niveau où je suis, l'information que j'ai vient davantage de discussions avec des gens qui sont à peu près à mon niveau ou à un niveau au-dessus, si possible, que de formation. Parce que les formations sont conçues en général pour un grand nombre de personnes, et quand tu fais partie des gens qui ont entre guillemets déjà réussi dans le domaine, bah, t'as pas besoin de formation en général. T'as besoin Mhm. plutôt de. Je veux dire, moi, clairement, je vais apprendre beaucoup plus de trucs en prenant une bière avec Olivier qu'en prenant une information de n'importe qui, puisque Ouais. c'est logique. On a des discussions d'un niveau où, en fait, il y a plein de choses qui sont évidentes devant nous. Par contre, quand tu commences, faut te former. Parce qu'il y Ouais. a un moment. Et surtout, enfin, je pense qu'il est important, c'est de se former, mais de suivre la méthode de quelqu'un, Mhm. et pas d'essayer de mixer 5 méthodes, parce que tu vas pas réinventer. D'en suivre une proprement et de A à Le Z truc, parce c'est que. que en fait, tu connais rien quand tu commences, tu vois. Donc, comment tu Ouais. sais que ça se mixe bien? Enfin, tu vois, c'est comme quelqu'un qui connaîtrait rien en cuisine et il essaierait de mixer la recette des crêpes, de l'omelette et du hachis parmentier, tu vois. Ouais. C'est super, mais à la fin, ça va sûrement donner un truc qui sera peut-être pas forcément mauvais, mais en tout cas pas optimal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et après, ça n'empêche pas de se former à différentes choses derrière et de faire plusieurs choses et de compléter ton business avec telle ou telle chose. Mais tu vois, moi par exemple la pub Facebook, j'ai essayé plein de fois, j'ai jamais réussi à rentabiliser une pub Facebook. Pourtant, j'ai employé des méthodes qui marchent très très bien avec des gens, etc. Enfin, c'est juste ça marche pas sur mon business. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi. Mhm. Euh, mais voilà, ça marche pas bien pour moi. Et au bout d'un moment,
t'arrêtes d'essayer. Si tu te dis, est-ce que vraiment il faut que je consacre du temps encore ou est-ce que Ouais, c'est ça, ouais. c'est autre chose. Et du coup, ouais, du coup, voilà, ce que je conseillerais aux gens, c'est quand même de suivre un truc. Et de rester focus dessus au moins jusqu'à la fin Voilà, de et ce de rester truc-là focus avant de se dessus. poser la question, quoi. Ouais. Après, bah, faut trouver le truc qui nous plaît, quoi. Donc, faut Ouais, aussi c'est ça. réfléchir, comme on disait au début, avec l'alliance avec le style de vie, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qu'on aime faire aussi. Faut réfléchir à tout ça. Ouais, c'est intéressant. Et effectivement, donc, ce que tu dis, c'est au début aller vers une formation, un modèle, un truc bien basique mais complet, efficace et suivre vraiment bêtement jusqu'au bout pour acquérir des bases. Et ensuite, finalement, Yes. c'est en s'entourant de personnes qui sont à un niveau un peu plus avancé, soit parce que tu en as dans ton cercle social, soit parce que tu vas les rencontrer, ou même carrément après dans des masterminds pour ceux qui n'ont pas accès autrement à ces entrepreneurs-là, en fait. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça, quand il arrive un moment, alors quand t'as appliqué, en fait, quand t'as déjà un petit peu de succès avec ton truc, tu vas avoir soit des formations qui vont compléter sur un point sur lequel tu connais pas et que tu sens que c'est utile pour ton business, Ouais. soit effectivement, bah, à un moment, il faut soit te faire coacher, soit dans des masterminds, en tout cas avoir des trucs un peu plus directs sur ton business qui vont peut-être être plus chers, mais qui sont quand même aussi plus. Il y a un moment, on peut te donner juste un conseil et tu rentabilises un mastermind, tu vois. Bah, c'est ça, c'est qu'arrivé à un certain niveau, c'est des conneries, tu vois, mais c'est peut-être que ton 1% de changement à toi, peut-être qu'il te fait gagner 100 000. Ça vaut Ouais, peut-être le coup de faire ce bah, c'est pourcent de ça. différence. Mais ça, c'est difficile parce que du coup, tu as des gens qui vont avoir envie souvent de brûler les étapes et d'aller très vite vers des masterminds très, très, très chers alors qu'ils ont encore rien lancé. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un qui m'appelle pour un coaching, écoute, regarde, tu as pas mal de contenu gratuit, d'ailleurs, je te conseille ça, 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 pose les bases, commence à faire des choses, valide ton idée au moins, et ensuite, viens, on va faire des trucs ensemble avec plaisir. Ouais. Après, il peut y avoir des gens qui sont peut-être Qui ont besoin d'être accompagnés aussi. ouais, s'ils ont pas de coup de pied au cul ou de quelqu'un qui les pousse à faire ça et qui sont un peu en mode coach, tu sais, le coach sportif qui fait vas-y, tu vois. Enfin, il y a des gens qui ont peut-être aussi besoin de ça pour le faire. Donc pour eux, ça peut être utile. Ça dépend des personnalités aussi un petit peu, tu vois. Ouais, Enfin, moi, je sais que tu me files du contenu sur une formation, je l'applique. Enfin, moi, j'ai pas besoin qu'il y ait un mec qui est derrière ouais, qui je l'applique si j'ai envie d'appliquer et que je sens que enfin, des fois, je l'applique pas, tu vois. Mais ouais. si je l'applique pas, c'est souvent qu'il y a une bonne raison. Mmh. Euh, et par contre, il y a des gens qui fonctionnent peut-être pas comme ça. Donc après, ça dépend aussi des gens. C'est les modes de fonctionnement de chacun, je suis d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut être on pourrait considérer ça comme un petit peu dommage d'aller dans un mastermind très cher pour qu'on te dise des choses que tu peux lire dans un article de blog. Ou que tu peux pas appliquer parce que t'en es pas là. Ouais, aussi, ouais. Ça, je sais pas toi, mais moi, je l'ai beaucoup expérimenté. J'ai la chance d'avoir dans mes amis, finalement, des entrepreneurs à succès qui ont vraiment bien réussi. Et tu sais, les moments où je lançais un nouveau projet, où j'étais des fois en phase de lancement des trucs, t'es là, t'es à côté d'eux, et tu dis putain, ce qu'ils racontent, j'ai trop envie de le faire et tout. Ils sont là en train de t'engueuler en disant non, mais ça sert à rien. Toi, maintenant, tu fais ce truc, tu te concentres là-dessus. Le reste, tu Ouais, t'en occuperas plus tard. Et c'est hyper frustrant, mais c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait jamais donné. Arrête de vouloir faire comme les grands, occupe-toi de là où t'en es, en fait. ouais. Bah oui, oui, parce c'est vrai que ça peut être quand tu es en contact avec. C'est vrai que dans un sens, je pense que peut-être un des un des biais du marché aujourd'hui, c'est que comme tu as quand même des gens qui sont très très gros dessus et qui font plusieurs millions par an, Ouais. les gens ils ont tous tendance à vouloir faire autant d'argent, alors que faut quand même bien réaliser que c'est des exceptions. Enfin, je veux dire, il y Ouais. a pas grand monde qui va pas grand monde qui va faire 7 chiffres en fait, Non, c'est ça. euh, et encore moins des high seven figures, tu vois. Ouais. Et aussi, peut-être ils vont vouloir modéliser quelqu'un qui a déjà 8 ans ou 10 ans sur le web. C'est ça le problème. Et tu peux pas modéliser quelqu'un qui a 10 ans sur le web quand toi t'as 2 mois. Enfin, c'est pas le même. Tu peux modéliser lui au début, C'est exactement ça. mais Ouais. lui au début c'est plus lui maintenant. Et en fait, tu vois les gens qui font des lancements orchestrés avec des vidéos de ouf et tout. Mais évidemment, enfin, je veux dire, tu fais 1 million par an, tu peux claquer 20 000 balles dans tes vidéos de lancement, c'est une goutte d'eau. C'est, Mais quand c'est, tu commences, c'est tu ça. fais tes vidéos à la rage dans ta chambre avec une lumière que t'as emprunté à un pote et avec ton smartphone et tu fais ce que tu peux, tu vois. Je me rappelle de ma toute première vidéo. C'était à l'époque de Be What You Were. C'était avec un vieux appareil photo qui était pas du tout fait pour faire de la vidéo. Euh, et c'était avec Adrien Ciné qui travaillait avec moi à l'époque sur ce média-là. Et genre, on était dans le jardin de mes parents sur un vieux fauteuil allongé, genre nonchalant. Genre, je m'en fous, je suis un mec détendu. Pas du tout, je tremblais comme tout. Et la vidéo, le son, il est pourri, il n'y a pas de rythme, on n'a pas fait de montage, ce qu'on disait, c'était nul. Et j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Ne la cherchez pas, ceux qui écoutent, elle est plus là. Moi, je l'ai encore, mais elle est en privé. Et j'ai regardé ce truc, j'ai fait, waouh, il y a des gens qui regardaient ça. Volontairement, genre, sans que tu Ouais. les tapes.
Ouais, C'est rigolo de exactement. regarder Bah, ces écoute, premiers. moi, ma première vidéo de vente, c'était la vidéo de vente pour mon livre numérique. Ouais. Donc, on parle décembre 2011. Donc, alors, c'était le truc artisanal, t'imagines même pas. Là, je crois que j'ai filmé avec une caméra flip. Je sais plus ce que c'est qu'une caméra flip, mais voilà. Pour l'époque, c'était pas mal, mais voilà. Enfin, aujourd'hui, c'est Ouais. une boîte. Les lumières, j'avais emprunté ça à des potes qui avaient lancé un truc aussi. Et c'était des espèces, je crois que c'était des lampes de chantier où il y avait de l'alu autour avec du papier sulfurisé dessus pour diffuser un peu la lumière et tout. Enfin, une horreur. Évidemment, la caméra faisait pas la balance des blancs, donc l'image était complètement jaune. Et comme prompteur, j'avais pas de prompteur. Donc j'avais chopé un script HTML pour faire défiler du texte sur mon ordinateur à côté, mais je le voyais pas, donc j'étais obligé de faire ça, d'apprendre le texte par cœur vite fait et de le dire devant la caméra, tu vois. Et Je faisais ça sur mes premières vidéos. J'avais un truc ouvert avec ma feuille et je lisais, je regardais la caméra, je récitais et je coupais au montage. non mais oui. C'était Et donc, horrible. à la base j'ai fait cette vidéo qui était dégueulasse. Et oui, donc évidemment aussi le son était mauvais. Et bah j'ai quand même fait 8 000 € sur la première semaine sur la semaine de lancement de Si mon ton ebook, contenu ce qui est était bon, énorme ce pour que moi. tu dis est bien, ça n'a aucun rapport. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux quand même, pour pas cher, éviter ça, parce qu'en fait, on a fait les erreurs avant, donc tu peux même avoir un truc un peu mieux aujourd'hui. Mm. Mais voilà, tu vas pas faire un lancement hollywoodien quand tu commences, quoi. Ça sert à rien. Tu te rends compte que ça sert à rien. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des mecs qui vendent avec des pages de vente dégueulasses et que presque pour certains business, c'est pas toutes les thématiques, hein, mais plus c'est moche, mieux ça convertit. Parce que tu as vraiment besoin de te prendre la tête à faire un truc hollywoodien quand t'en es pas là. Ouais. Bah, au début, ouais, en fait, c'est pas le 24 heures. Après, moi, j'ai changé mes pages de vente il y a pas très longtemps. J'avais encore des pages de vente sous OptimizePress 2. Ouais. Donc, ce qui est quand même, c'est pas moche, mais c'est pas beau. C'est présentable, tu vois. Ouais. Et je les ai changés il y a pas longtemps. Et j'ai quand même vu le taux de clic vers le bon de commande qui a genre doublé. Donc, Ah ouais. C'est pas dégueulasse. donc ça valait le coup, tu vois. Mais tu vois, bon, j'ai quand même eu un business qui marchait pendant des années avec une page de vente qui apparemment était suffisamment peu optimale pour que juste à changer 4 trucs beaux, ça fasse doubler le taux de clic sur le bon de commande. Putain, Donc, c'est fou. donc ouais, c'est pas indispensable. Après voilà, tout est amélioré avec le temps en fait. Avec le temps, tu dis bon, voilà, qu'est-ce que je peux encore améliorer maintenant que ce truc tourne bien. Comment je peux avoir un peu plus de conversion ici, un peu plus de conversion là. Mais tu peux pas être parfait quand tu commences, quoi. Non, je suis d'accord avec ça. De même que ce podcast, il est fait avec 3 bouts de ficelle, que pour l'instant, j'ai pas encore mis d'intro dessus, que j'ai une lampe qui est là pour mimer le soleil, qui est sur la droite de mon visage, et que donc j'ai une tronche de double face. Et pourtant, les gens, ils viennent quand même regarder le contenu parce que finalement, c'est ce qu'on apporte dedans qui intéresse. Et oui, il y a une qualité de son minimum, ou de vidéo minimum, pour que ce soit pas douloureux à regarder. Ouais. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on peut l'atteindre facilement. Ouais, c'est ça. 2-3 questions un peu génériques pour finir. Si là tu recommençais de zéro, tu commencerais par quoi? Putain. C'est la question pourrie, ça, j'aime pas qu'on me la pose en plus. Ouais, carrément. Elle est vraiment pourrie cette question. Écoute, c'est une très bonne question. Si je recommençais de zéro, est-ce que j'ai les connaissances que j'ai aujourd'hui ou pas? Oui. Ok, ça marche. Si je recommençais de zéro, je pense que clairement, alors donc je recommence de zéro, donc j'ai pas de source de revenus à côté, donc il faut quand même que je gagne de l'argent assez vite. Donc, je pense que je ferais quand même un truc sur le même modèle que ce que je fais actuellement, c'est-à-dire beaucoup de contenu gratuit pour ensuite sortir une formation. Mais du coup, pour gagner de l'argent plus tôt, peut-être que je ferais plus rapidement je sais pas, je vendrais des petits, coaching, mentorat, parce que coaching, c'est quand même un taf, c'est un boulot être coach, c'est différent, tu vois, mais un truc que je puisse vendre en presta, accompagnement, quoi. Voilà, un accompagnement, histoire que je puisse quand même gagner un petit peu d'argent. Ouais. Ce que j'ai jamais fait, mais là, si je devais gagner de l'argent maintenant avec un truc de zéro, je le ferais parce que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, parce que t'as pas besoin d'avoir beaucoup d'audience pour ça. Il faut juste que ce soit de l'audience qui ait vraiment envie de payer un truc, mais ça peut arriver. Mais par contre, je repartirais sur un modèle similaire. Ouais. Je partirais pas sur je sais pas, sur un e-commerce ou sur un modèle avec appui Facebook, etc. Je partirais sur un truc similaire. Après, sur le domaine, je sais pas. Si j'existais pas en photo, je le ferais parce que je pense que après il y a quelqu'un qui aurait pris ma place entre deux, donc je ne sais pas. C'est difficile à dire, tu vois. Mais après il y a encore des niches prises. Par contre, je partirais sans doute plus sur une niche loisir, tu vois. Parce que pour moi, c'est encore là qu'il y a le plus de place.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a plein de niches loisirs qui sont pas prises. Il y a tout le monde qui se rue sur les big three, les trois plus gros du marketing, hein, à savoir séduction, perte de poids, sport et gagner de l'argent. Parce qu'on a C'est pas l'impression des océans bleus, quoi. non, pas du tout. On a l'impression que c'est plus facile et que tout le monde est gentil et tout. Non, c'est là que tu as les plus gros marketeurs de la planète. C'est beaucoup plus agressif, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Ça paye plus si tu gagnes, mais on est vraiment dans des trucs où genre c'est les meilleurs qui prennent 99% des parts du gâteau. Il faut voir ce que tu es prêt à faire et comment tu veux le faire. Alors que dans le loisir, c'est vrai que c'est un peu différent encore. Ouais. Bah, ouais. Après, faut faut trouver un loisir où il y a suffisamment de gens dedans, mais voilà, il y en a encore plein qui sont pas pris, donc j'irai plutôt là-dedans, je pense. Ouais. Okay. C'est la meilleure réponse que j'ai à cette question. Elle est pourrie, donc. Non, mais c'est une très bonne réponse. Est-ce qu'il y a un livre qui est un peu un livre de chevet, mais tu sais, c'est le genre de livre, tu l'as acheté, tu l'as lu, tu l'as donné, tu l'as prêté, tu l'as racheté. Tu sais, ce livre qui te suit d'année en année, mais c'est jamais le même, mais c'est toujours le même contenu. Le livre que je conseille le plus souvent, c'est Le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown. D'accord. Qui fait une conférence TED qui est assez connue, mais elle a aussi un bouquin qu'il faut lire. Ouais. Et je l'ai lu il y a probablement à peu près 6 ans. Ouais. Je ne sais plus te dire ce qu'il y a dedans. Du tout. Par contre, je sais que le truc a changé ma vie parce que j'ai gardé l'idée en tête, tu vois. Et la vulnérabilité, c'est un concept qui est... Enfin, je sais pas, je pense que quand t'as compris ce qu'il y avait dedans, ça change un peu ton rapport au monde et aux gens. Et alors, c'est pas forcément directement lié au business, même si ça sert. Parce que tu vois, là, enfin voilà, quand t'es juste honnête avec les gens et tu leur dis, enfin, c'est une part de vulnérabilité. Mais c'est ça, dans tes relations avec les gens et tout. Enfin, moi, je pense que j'ai beaucoup gagné dans mes relations en ayant compris cette chose-là. Ouais, être humain et pas être dans le combat permanent. Ouais, ce serait le bouquin que je conseille parce qu'en plus, c'est pas un truc qui sera beaucoup conseillé. Donc, je le dis parce que si c'est d'autres bouquins, il y a peut-être d'autres gens qui le diraient, tu vois. Mais celui-ci, je pense pas qu'il y ait grand monde qui va le dire. Non, c'est vrai. Cool. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour finir, un truc qui est important pour toi ou une annonce que tu as envie de faire, un truc que tu as envie de raconter aux gens? À part, venez voir ce que je fais sur Pédagogique. On va leur mettre tous les liens pour qu'ils puissent aller regarder Pédagogique. Instant un peu promo, mais ouais, enfin, en tout cas, s'ils partent sur un modèle qui implique de faire du contenu, c'est important de se motiver à vraiment faire un truc qui soit de qualité, parce que c'est quand même comme ça que les gens déterminent s'ils te font confiance ou pas, quoi. Ouais. Et donc voilà, vaut mieux en faire moins des fois, de meilleure qualité. Et il y a des exemples, comme Wait But Why, des trucs comme ça, où ils font un article. Voilà. Wait But Why, au début, il publiait quand même relativement régulièrement. Donc, d'accord. Ne pas, au début, il faut quand même éviter de faire un article de 15 000 mots, mais tous les 6 mois. C'est pas la meilleure stratégie, tu vois. La vérité, c'est qu'au début, il faut quand même essayer de faire, de lier qualité et quantité. Ouais. C'est pas facile, mais oui. Mais un article pondre un article par semaine de bonne qualité, c'est quand même possible. Ouais, je pense aussi, ouais. Même si tu fais autre chose à côté. Ouais. Après, c'est normal. Il faut aussi dire qu'au début, c'est normal si c'est poussif et que tu galères. Ouais. Parce que en fait, pour donner une idée, à peu près au début de mon blog, je mettais à peu près, je pense, 6 heures pour écrire un article qui faisait entre 700 et 1200 mots. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai 2h30 pour écrire plus de 2000 mots. Ouais, je comprends. C'est pas le même délire. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire 2000 mots, sachant que moi, dans ce que je fais, il y a moins de recherche, puisque j'ai des théories en tête et des concepts en tête, parce qu'ils sont moins complexes que toi dans la photo, par exemple, ou dans la pédagogie, où tu vas creuser plus loin. Je pense que pour 2000 mots, il me faut 1 heure. Je pense que c'est un truc qui me fallait presque une journée quand j'ai démarré il y a 6-8 ans sur le web, quoi. Ouais, exactement. Donc, faut que les gens se réalisent aussi que si au début ils disent ouais, ça prend trop de temps, c'est normal. C'est juste, c'est le temps de l'apprendre, ouais. Tu vas pas te plaindre que quand tu commences au tennis, t'arrives pas à taper une balle. C'est normal. Juste, bosse, tu vois. Ouais, donc voilà, il faut réaliser qu'à chaque fois que tu écris un article et que ça te prend du temps, tu fais aussi un investissement sur le prochain, ça va prendre un petit peu moins de temps, jusqu'à temps que ça te prenne, que ça soit beaucoup plus naturel pour toi, quoi. Donc, je dis écrire un article, mais ça marche aussi pour faire une vidéo, évidemment. Hein. Ouais, bien sûr. Tout ce que je dis fonctionne aussi pour la vidéo. Ouais. Voilà. Ce serait finir cette interview en disant aux gens, la semaine de 4 heures ou même de beaucoup moins, oui, elle est possible, il faut bosser avant, quoi. Ah bah oui, il faut bosser avant. T'as pas la semaine de 4 heures au bout de 3 jours. C'est ce qu'on beaucoup vendent, malheureusement.
Ouais, mais après, les gens, ils parlent de la semaine de 4 heures, ils ont lu que le titre, tu vois. Enfin, Ouais. Et ils ont pas vu le livre, exact. il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu le bouquin aussi. Enfin, il y a un moment, quand tu lis la semaine de 4 heures, il te dit pas qu'il faut pas taffer. Je pense que s'ils lisaient la partie nutrition, ils trouveraient ça nettement moins génial aussi. Je sais pas si tu t'en souviens, je l'ai lu il y a très très longtemps, hein, mais je me souviens de m'être dit, il a craqué le bonhomme. Non, mais il faut le lire parce que c'est intéressant sur le concept de muse, c'est intéressant sur le concept de mini-retraite. Enfin, il y a plein de choses dedans qui Ouais. sont intéressantes sur ton Ouais, ouais. style de vie, tu vois. Carrément. Euh, et ça donne un état d'esprit aussi. Mhm. Mais en vrai, mais ça, enfin, je veux dire, il y a quelques personnes qui vivent la semaine de 4 heures, c'est vraiment, ils bossent 4 heures ou moins, tu vois. Ouais. Mais la plupart, ils bossent un peu plus quand même et c'est ok aussi. Enfin, si tu kiffes ce que tu fais, c'est pas non Ouais. plus, Mais c'est surtout que t'as pas l'impression de travailler, donc s'en fout, quoi. oui, c'est ça. Et puis franchement, même, enfin, la semaine de 20 heures, ça le fait moins sur un titre de bouquin. Mais en vrai, c'est déjà bien. Bah ouais, En ça fait du 4-5 heures par jour, ouais, ça fait plutôt tu cool. bosses 20 heures par semaine, t'es plutôt chill, enfin, ça va, tu vois. Ouais, ça va, c'est pas trop difficile. C'est clair, faut pas se plaindre. Donc, bon, Très bien. voilà. Super. C'est Bah à écoute, merci pour ton temps. On va finir là-dessus. C'est une très bonne fin, je trouve. J'aime beaucoup. Merci pour ton temps. Pour tous ceux qui nous écoutent, je vous mettrai en description tous les liens pour retrouver Laurent, pour aller découvrir ce qu'il fait, ce que je vous recommande vivement. J'essaierai aussi de vous mettre un petit peu les références dont on a parlé pendant cette interview que vous n'avez pas forcément. Et surtout que, alors lui moins, mais moi j'ai un accent anglais dégueulasse, donc il faudra peut-être réécrire des choses. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre interview d'entrepreneurs. N'hésitez pas à consulter les épisodes précédents et à très bientôt. Salut Laurent. Salut, merci à toi.